chiche de cette longue présentation. Donc mes activités s'étendent sur plusieurs domaines. Et bien sûr, l'enseignement de FLE, le français langue étrangère, est le centre de mes préoccupations et mes activités. Et aujourd'hui, je vais vous parler sur ce thème, comment dépasser le monolinguisme institutionnel. Contrairement à l'anglais qui ne possède qu'un seul terme, multilingualisme, la langue française a le terme plurilinguisme à côté de celui de plurilinguisme. À plurilinguisme à côté de celui de multilinguisme. Cependant, depuis l'apparition dans le cercle européen commun de référence d'une nouvelle définition du terme plurilinguisme, bien plurilingualisme, ça existe maintenant d'anglais, on parle moins de cette distinction, multilinguisme, plurilinguisme, qui existait déjà en français. Mais puisque les notions représentées originairement par ces deux termes ne sont importantes pour mon exposé, je vais m'attarder un petit peu sur leur définition. Selon le linguiste Claude Truchot, dans son ouvrage 1994, le premier terme, le plurilinguisme, renvoie à des situations de coexistence de langues, de pluralité de communautés linguistiques dans un espace donné, et le second, à la connaissance multiple de langues par un même individu. Bien que cette distinction ne soit pas toujours suivie des faits, nous voudrions souligner qu'il apparaît capital à ce stade historique et géopolitique du Japon et peut-être de l'Asie du Nord-Est de réaliser à la fois le plurilinguisme et le multilinguisme par le biais de l'enseignement des langues vivantes. Or, l'état actuel de l'enseignement des langues vivantes va de plus en plus dans le sens opposé. Regardez la 4e diapo. Je voudrais donc faire d'abord un petit état des lieux de cet enseignement. Le Japon est un pays où domine un habitus très monolingue. En dépit de la rapide évolution démographique de la société japonaise, la tendance monolingue reste inchangée et elle se reflète dans les politiques linguistiques éducatives. Ainsi, l'enseignement des langues vivantes est très pauvre quant au nombre et à la variété des langues offertes dans les établissements scolaires. Une seule langue étrangère est requise à partir du collège jusqu'à la fin du lycée, et cette seule langue est presque toujours l'anglais, à quelques exceptions près. À l'université, la situation s'est également détériorée depuis 1991, le moment de Taikoka, la libération du programme universitaire. Cet habitus monolingue du système éducatif japonais, où l'anglais est la seule langue étrangère, semble s'accentuer ces derniers temps dans les discours officiels. Ainsi, le programme d'enseignement actuel pour le collège, promulgué en 1998 et mis en pratique depuis 2002, a introduit deux nouveautés. À côté de la nouvelle clause stipulant que l'apprentissage d'une langue étrangère est obligatoire, une petite phrase révélatrice a été insérée. Disons qu'en principe, c'est l'anglais qui doit être enseigné au collège. Précédemment, et cependant plus de 50 ans, après la Deuxième Guerre mondiale, la langue anglaise n'avait jamais joui d'un statut aussi privilégié vis-à-vis des autres langues, du moins dans les programmes officiels. De plus, en 2002, le ministère de l'Éducation nationale a rendu public le cadre stratégique pour former les Japonais maîtrisant l'anglais, qui a été suivi l'année suivante par le plan d'action pour former les Japonais maîtrisant l'anglais. Dans ces deux textes, et surtout dans le deuxième, le ministère a précisé, en fixant des objectifs chiffrés, comment améliorer les curricula de l'enseignement de l'anglais afin de rendre le peuple japonais capable d'utiliser la langue anglaise. Enfin, l'événement le plus récent, qui est sujet à controverse dans le domaine de la politique linguistique éducative, est l'annonce fin mars 2008 du nouveau programme pour l'enseignement primaire.
Dans ce texte, le ministère de l'Éducation nationale a introduit les Gaikokugo Katsudo, les activités de langues étrangères, au niveau de la 5e et de la 6e année de l'école élémentaire, à raison de 35 heures par an, soit 1 heure par semaine. Et il stipule, tout comme le programme actuel pour le collège, en principe, l'anglais doit être introduit. Ainsi, tous les textes officiels concernant l'enseignement des langues vivantes vont dans le sens d'accentuer le monopole de l'anglais. Or, le monde va vers une complexité sans cesse croissante sur tous les plans. À l'intérieur du pays, le Japon a connu en 10 ans presque 50% d'augmentation du nombre de ses résidents étrangers. Cette évolution démographique signifie que, de fait, le plurilinguisme et le multiculturalisme au Japon sont en train de se développer rapidement. À l'extérieur, nous vivons la période de post-guerre froide et de mondialisation. Cultiver ces rapports multilatéraux avec les autres pays est un impératif pour le Japon. D'après Jitsuro Terashima, 2010, il faut arrêter de voir le monde à travers les États-Unis. Dans une telle situation générale, un pays peut-il encore se passer de personnes compétentes capables d'agir en une langue autre que l'anglais? De la même façon, afin de mieux saisir cette complexité de manière adéquate et propre, n'est-il pas mieux pour un individu de posséder plusieurs langues? Une langue véhiculant des valeurs et des visions du monde différentes. Plus on parle différentes langues, mieux on pénètre le mystère du monde et plus un pays a à sa disposition de telles personnes, plus il a des chances de pouvoir s'engager correctement et intelligemment dans des rapports multilatéraux avec ses voisins, que ceux-ci soient proches ou éloignés. Les partisans du tout anglais ou tout d'abord l'anglais avancent toujours les besoins des apprenants comme argument principal. Mais il s'agit souvent des besoins du monde industriel, comme le confirme Haruo Erikawa 2009 et aussi M. Lukichi Terashima qui a été ici avant-hier dans ses ouvrages. Il a insisté la même chose. Mais les besoins des apprenants scolaires et universitaires peuvent être autres. D'ailleurs, le but de l'enseignement des langues vivantes ne peut pas être identique à celui du monde industriel. Je tiens à citer à ce propos Candelier et Hermann Brennecke, 1993. Ce qui est proposé massivement s'intériorise en désir subjectif. Il signale également qu'on ne ressent pas le besoin que de ce que l'on connaît. Si les élèves et les étudiants japonais veulent apprendre l'anglais, est-ce que ça ne serait pas dû au manque d'informations sur les autres langues que l'anglais? Car ces langues ne sont point visibles dans le curriculum scolaire et universitaire, et en plus, les jeunes ont rarement des gens autour d'eux qui maîtrisent ces langues. À ce propos, je tiens à citer 2 ou 3 exemples. D'abord, le cas de notre campus Université Keio SLC. Regardez cette diapositive avec des chiffres assez éloquents, je l'explique. Notre campus a été créé en 1990, où les informations préalables sur les langues et cultures ont complètement changé les besoins des étudiants. Ce tableau montre un changement radical et drastique des choix des langues par nos étudiants après 2 mois de séances d'information Sogokoza sur les langues et cultures offertes dans nos programmes. Donc la première année, 86,6% des étudiants ont choisi d'abord l'anglais, mais après 2 mois de cette séance d'information, ce chiffre a chuté à 53%.
Et pour les autres langues, ça augmente par contre. Voici les chiffres de 3 ans plus tard, où le pourcentage pour l'anglais a chuté le plus après le Sobokoza. Donc le chiffre a chuté jusqu'à 21,4%. Là encore, les chiffres sont très éloquents. Comme le disaient Candelier et Hermann Brennecke, les étudiants ne ressentent pas le besoin ni l'envie de choisir une langue qu'ils ne connaissent pas. Faire choisir donc quelque chose sans donner des informations sur les objets à choisir, ce n'est pas un véritable choix, mais une coercition manipulée. Donc je m'intéresse beaucoup aux résultats des cours donnés à l'université Musashi après avoir suivi ces cours, comment est devenu l'itinéraire linguistique de vos étudiants. Et prenons d'autres exemples. D'abord le cas du collège et du lycée Musashi à Tokyo. Dans cette école privée de garçons, l'enseignement d'une deuxième langue étrangère qui commence en 3e année du collège est devenu obligatoire en 2003. Et les élèves choisissent parmi l'allemand, le français, le chinois et le coréen. Mais selon Moto Yamazaki 2008, le directeur de l'école, même dans le temps où cet enseignement n'était pas obligatoire, 90% des élèves optaient pour cet apprentissage. Ensuite, le cas du lycée préfectoral Gaido Tanki Daigaku, Zoku à Yokohama. Dans ce lycée, l'apprentissage d'une deuxième langue étrangère est obligatoire. Il est vrai que c'est un lycée public qui est plus ou moins spécialisé en apprentissage des langues étrangères, mais Noriko Suzuki 2008, enseignante dans ce lycée, nous montre le résultat intéressant des enquêtes menées auprès des jeunes collégiens qui souhaitaient entrer dans ce lycée. Ce résultat a montré que c'était l'apprentissage d'une deuxième langue étrangère qui a attiré ces jeunes. Noriko Suzuki précise, il y a chez les jeunes qui sont encore loin du concours d'entrée à l'université, au concours d'entrée à l'université, dans la plupart des cas, c'est l'anglais qui est requis. Et un véritable désir chez ces jeunes, un véritable désir d'apprendre l'anglais plus une autre langue, et une véritable curiosité vers les autres. Et dans ce contexte, il serait opportun de vous présenter un graphique qui montre une augmentation graduelle du nombre des lycées proposant des cours de deuxième langue vivante. Donc c'est la partie marron, sont les lycées privés, et la partie jaune, c'est les lycées publics. En tout cas, le nombre des lycées proposant des cours de deuxième langue augmente. De la même façon, dans ce graphique, sur la même période, nous constatons que le choix du chinois, la ligne bleue, augmente d'une façon radicale, à côté du coréen, l'orange, et du français. Le français, c'est la jaune, la rose. Avant de terminer mon exposé, je tiens à vous raconter une petite anecdote. Cet automne, j'ai eu la chance de pouvoir commencer des activités multilingues pour les élèves de 6e, 11-12 ans, dans une école élémentaire publique de l'île de Yokohama. Ces activités conçues dans une perspective interculturelle ont été proposées par nous-mêmes et acceptées volontiers par les enseignants de l'école. Avant de les commencer, au printemps, nous avons mené une petite enquête auprès des élèves pour savoir leur représentation des langues et des pays étrangers. Il s'agissait d'une enquête sommaire et rudimentaire qui consistait à leur demander les pays qu'ils aimaient, qu'ils n'aimaient pas, les langues qu'ils désiraient apprendre, etc. Nous leur avons également demandé d'expliquer pourquoi de ce choix. Le but de cette enquête consistait à savoir si nos activités multilingues, au bout d'un semestre, pourraient avoir des effets sur leur représentation
représentation. On ne s'attendait donc pas à grand-chose de cette enquête initiale. Donc, dans ces activités multilingues, on proposait le français, le chinois, le coréen et la langue des signes japonaise. Et donc, on n'avait pas encore dit aux élèves quelle langue il allait avoir le contact. Donc, j'ai demandé à ces enfants quels sont les pays que vous aimez et devinez leur réponse. Vous pouvez deviner leur réponse. Ah, si vous avez regardé, j'aurais dû effacer cette partie. Bon, le pays donc c'était la Chine et la Corée du Nord. Et pour les pays que je n'aime pas, 80% des élèves ont cité la Chine et la Corée du Nord, tous les deux, ou bien l'un ou l'autre. Et les raisons avancées étaient les gyoza empoisonnés de la Chine, et la ravioli chinois empoisonné. Oui, exporté au Japon. On a importé de Chine, on a eu des morts au Japon à cause de ça. Et pour la Corée du Nord, vous pouvez deviner, c'est les otages. C'est les otages, la Chine-Mumbai, la Corée du Nord. C'est quand même 80% des petits ont dit, bon, j'aime pas la Chine et la Corée du Nord. Pour les pays que j'aime, on ne s'attendait pas du tout à cette réponse. Beaucoup, ça veut dire 40% d'entre eux ont répondu le Japon, car c'est un pays propre, c'est un pays sûr, etc. Ils n'ont pas été dans ce pays. Nous avons été impressionnés par le fait que les réponses des élèves reflétaient fidèlement l'opinion publique dans les médias. Mais cette naissance d'ethnocentrisme et antipathie vis-à-vis des pays voisins ont de quoi nous inquiéter et nous poussent à réfléchir sur nos rôles en tant qu'enseignants des langues vivantes. Pour terminer, je voudrais avancer quelques propositions pour dépasser le monolinguisme. Donc institutionnel. D'abord, il faut, pour ce faire, d'abord, il faut cultiver la sensibilité à la diversité et briser l'habitus monolingue. Pour ce faire, au niveau primaire, il faut introduire des activités monolingues. Multilingues. Bon, du type EVLangue européen, EOL suisse. Et au niveau secondaire, l'introduction d'une deuxième langue vivante est impérative. Et au supérieur, il faut viser de vrais perfectionnements, voire à professionnalisation de l'apprentissage des langues vivantes. Peut-être pas pour tous, mais pour certains qui désirent faire cela. Et l'amélioration du système de formation des enseignants est également impérative et urgente. Mais puisque c'est un sujet qui nécessiterait une autre table ronde, je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai dit, il faut cultiver la sensibilité à la diversité et briser l'habitus monolingue. Eh bien, c'est justement le rôle des enseignants d'une langue autre que l'anglais. Donc c'est nous. Citons à ce propos un passage d'un livre de Minae Mizumura, 2008. C'est un écrivain, une femme écrivaine japonais qui écrit en japonais. Donc je vous propose sa traduction. C'est ma traduction. Sur la relation asymétrique, l'Occident et le non-Occident, se superpose maintenant une autre relation asymétrique, le monde anglophone et le monde non-anglophone. Les écrivains qui écrivent dans une langue autre que l'anglais pourraient-ils avoir quelques avantages par rapport à ceux qui écrivent en anglais? Non, aucun avantage, sauf un. Cet avantage consiste dans le fait que nous, en tant qu'écrivains non anglophones, nous sommes forcés de réfléchir constamment sur les langues. Et seulement ceux qui sont forcés de réfléchir sur les langues sont également forcés de savoir que la vérité n'est pas unique.
C'est-à-dire qu'il y a une autre vérité que celle qui peut être saisie en anglais, que celle qui est construite en anglais. Je pense que l'on peut terminer avec ça, car c'est pour nous tous un thème de réflexion énorme. Merci de votre attention.